Être allé sur le terrain. Toi, en tant que bonne historienne, tu as fait le boulot. Non, mais c'était avant que je sois historienne. Alors, c'est gentil de dire que c'est mon dernier livre, c'est ma dernière publication chez Réhistoire. Parce que, en fait, c'est le deuxième livre que j'ai publié. Le premier livre que j'ai publié, c'était en 1991. Ouais. 1989. C'était Le Petit Coco. Et ensuite, j'ai publié Les deux cœurs du monde du Kibboutz à l'Intifada, qui a mobilisé le banc et l'arrière-banc de tous les gens qui ne voulaient pas que ça sorte. Donc ce livre a été tellement bien présenté aux libraires qu'il a fait la devanture de toutes les librairies de France, comme avait fait Le Petit Coco. Et les pressions sont tombées, pif, pif, paf, et tout a été renvoyé à l'éditeur et mis au pilon. Ah, pilon, carrément. Et pourquoi pression de... C'est quoi encore le problème ? Je sais, je me demande. C'est que Je me demande qui c'est qui a pu faire pression pour que Marion Sigaud ne puisse pas raconter. Pas s'exprimer. Ne sais pas qu'elle puisse pas s'exprimer, qu'elle puisse pas raconter ça. C'est-à-dire que je suis allée, je témoigne que je suis arrivée au kibbutz à l'âge de 22 ans. Hein, j'ai eu les 22 ans dans la foulée. Qu'est-ce qui t'a amené au kibbutz à 22 ans ? L'envie de bouger et de m'éloigner de ma famille. Tu sais, le mal de vivre, c'est quand même beaucoup un moteur pour aller voir le monde. Hein. Ouais. Alors voilà, j'aurais pu revenir droguée, prostituée, machin et tout. Non, pas du tout. Bon, c'est mieux là. Au moins, on apprend beaucoup plus de choses. J'en suis revenue... Ça, c'était en 72. C'était en 72. Alors, c'était une époque où j'étais très, très gauchiste. Moi, j'ai viré gauchiste en mai 68. Avant, pas du tout. C'était une bonne cato. Mais mai 68 est arrivé en même temps que mon drame familial. Donc, bim, bim, boum. Tout a été bouleversé. Et les années passant, j'ai fini par rejoindre une organisation, tout ce qu'il y avait de trotskistes. C'est eux qui m'ont coopté. Ouais. C'était l'époque, absolument. Et puis, alors, ils m'ont donné des bonnes leçons d'histoire et de politique. Hein. Je ne regrette pas d'être passé par là. Ah oui, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Dans quel domaine ? Compréhension du système. Mais quoi de mieux pour comprendre le système que d'être dedans ? Après, quand j'ai compris que c'était eux qui tiraient les ficelles, tu vois ce que je veux dire ? Ça t'a permis de comprendre pas mal de choses. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Ça m'a permis surtout de comprendre que un livre comme celui-là, qui dit une vérité dérangeante, dans un langage qui atteint le grand public, c'est-à-dire que ce que les gens qui ont aimé ce livre, parce qu'il y en a quand même eu, hein, il a quand même circulé, sous le manteau, mais il a circulé, il a suscité l'enthousiasme de beaucoup de gens qui m'ont dit « on comprend enfin ce qui se passe là-bas ». C'est-à-dire que quand on écoute les différents protagonistes, on ne comprend rien de ce qui se passe, c'était qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Là, je raconte à partir de mon expérience personnelle ce que j'ai découvert et ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que tu mets en quatrième de couverture, tu tentes l'aventure d'un séjour en Israël pour vérifier ce qu'en disaient tes amis gauchistes d'alors ? Absolument, absolument. Chez mes amis gauchistes, alors j'avais rencontré une fille qui me disait « Attends, tu devrais aller voir », parce que moi je racontais des tas de trucs sur Israël, et un jour je raconte ça à une copine qui me dit « Dis donc, moi j'y suis allée, tu n'y es pas allée, toi de quoi tu parles ?» Vas-y d'en voir. Alors je lui répétais, alors les trucs que j'entendais, c'est le kibbutz, c'est on interdit aux parents d'élever leurs enfants. Oui, on interdit aux femmes de laver leur propre linge. Oui, on leur interdit de se faire la cuisine. D'accord. Les enfants n'ont pas le droit de vivre avec leurs parents. Ouais. Les séfarades n'ont pas le droit de vivre au kibbutz. Le kibbutz, c'est que des... Alors, pour ceux qui ne savent pas, les séfarades, ce sont les juifs orientaux, orientaux ou d'Afrique du Nord, parce que c'est pas de l'Orient. Les Ashkénazes. Maghreb, ça veut dire ouest. Hein. Ouais. Donc, bon. Mais disons, les juifs d'origine des pays arabes, on me disait, ils n'ont pas le droit d'arriver au kibbutz. On me disait aussi, un non-chrétien n'a pas le droit de venir travailler au kibbutz. Tout ça. Ça, tu l'as vérifié, c'était faux. Mais complètement, mais c'était l'inverse. Je me dis, mais ils n'ont pas fini de raconter des conneries comme ça. Et ça m'a tellement agacée, mais vraiment souverainement. Et ça m'a beaucoup agacée par la suite également, c'est-à-dire qu'au cours de mes séjours, j'ai vu arriver dans mon kibbutz, alors je continuerai toute ma vie de dire mon kibbutz, hein, j'irai plus mettre... Parce que tu as vécu longtemps quand même, plusieurs mois d'affilée, t'es pas passé... J'ai vécu plusieurs mois d'affilée, et puis je les ai aimés et fréquentés pendant maintenant la plupart sont morts, hein, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont morts, donc puis je pourrais plus y retourner, donc mais voilà, ça reste mon kibbutz, c'est une belle expérience de ma jeunesse. Ça m'a énormément formé, Et puis à un moment donné, je virais folle. Hein. Dans mon environnement familial, je virais folle, et dans mon environnement gauchiste, je virais folle. Ils m'ont remis à l'endroit. Ils m'ont vraiment remis à l'endroit. Je pense que si je suis aussi combative que je le suis maintenant, c'est parce qu'ils m'ont donné énormément de leçons de vie.
véritablement, vraiment, vraiment. De quoi? De vie en communauté? Non, de vie avec moi-même, de respect de moi-même. Chez moi, on me critiquait tout le temps. Là, j'avais le droit d'avoir un avis, j'avais le droit d'être... Non, j'ai vraiment été, pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai été respectée et aimée pour ce que j'étais. Je vivais un véritable harcèlement dans ma famille. Bon, j'avais un père qui était paranoïaque. C'est comme ça. Okay, d'où l'envie de partir vite. Ah oui, et puis loin. Loin. Voilà, je faisais quand même 4000 bornes, c'était bien 4000 bornes. T'as été dépaysé, là. Ouais, j'ai été dépaysé. Mais j'avais pas rompu avec mes parents à ce moment-là. La rupture a eu lieu mais des années plus tard. Mais disons que je voulais vraiment m'éloigner. Ils me harcelaient, ils me tyrannisaient. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Donc voilà, je tombe sur des gens qui m'aiment, qui m'adorent. En plus de ça, moi, j'étais une grande godiche complexée, tu vois. J'arrive là-bas, ouais, qu'est-ce que t'es belle et tout. Je dis, ah bon, vous êtes sûr? Tu vois, tu sais, j'étais une grande... Bon, j'avais un complexe parce que j'étais très grande et puis j'étais mal dans ma peau, quoi. Oh là, quand j'ai commencé à bronzer... T'as pris confiance en toi, là-bas. Vachement. Ah bah oui, avec le soleil méditerranéen. Alors, c'est pour ça que ça commence par l'amour. Ça commence par l'amour, voilà, c'est ça. La première partie, c'est l'amour. Donc alors, l'amour que j'ai eu pour eux, l'amour que j'ai rencontré, c'était inévitable. Névrosée comme j'étais, c'était inévitable que j'ai des amours catastrophiques. Enfin, j'en ai pas eu des. J'en ai essentiellement un. Je suis tombée très amoureuse à peu près du seul gars qui voulait absolument pas de moi en aucun cas, tu vois. Mais ça s'appelle la névrose, tu vois. C'est comme ça qu'on creuse sa propre tombe et qu'on fait son propre malheur. Mais c'est ça, avoir des problèmes à l'intérieur de soi. Ouais. C'est que, tu vois, bon, bah, ça m'a pas empêché. Alors, j'aurais pu dire, bon, bah voilà, ça se passe pas bien avec lui, je repars, mais c'est pas lui. C'est pas le kibbutz que j'aimais à cause de lui, c'est lui que j'aimais à cause du kibbutz. Tu vois ce que je veux dire? Bon, de toute façon, on est resté bons copains et on s'est revus des années après, mais vraiment sur le plan, j'étais quelqu'un de très, très déséquilibré, très très malheureuse, écorchée véritablement, écorchée de l'intérieur, mais pleine de générosité et puis de joie de vivre. J'aimais bien me marrer. On a piqué de ses fous rires, on s'est fendu la gueule. Parce que ça commence comme ça, donc Coin de Paradis, chapitre 1, chapitre 2, un communisme joyeux. Parce que voilà, les kibbutz, c'est quand même une expérience communiste. Absolument, absolument. La première chose que j'ai vue en arrivant au kibbutz, en tournant le truc, c'était le drapeau rouge, parce que c'était au mois de mai. Ouais, quand même. Il y avait le drapeau rouge sur le château d'eau. Alors j'ai fait, c'est quoi ça? Bah, c'est le 1er mai. Oh, pardon. Moi, j'arrivais d'un milieu gauchiste, alors je peux autant te dire que j'étais à l'aise. T'es ravi. J'étais à l'aise. Elle me dit, le jour du 1er mai, on travaille que pour les travaux indispensables. Ouais. Parce que ça veut dire quoi? On va manger, donc la cuisine sera les enfants ont besoin de soins, donc les enfants mais il n'y a pas école, il n'y a pas bijouterie, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas tous les travaux qui sont pas indispensables. Bon, les bêtes seront nourries, les œufs seront levés, mais il y aura pas des... Par exemple, le linge, laver le linge, il n'y a pas besoin de le laver le Shabbat, tu vois. Donc, le 1er mai, c'est pareil. Ouais. Mais t'as bien sur ta gauche. Ouais. Pas trop, voilà. Ça, ouais, très bien. Donc, j'ai découvert à ma stupéfaction toutes les imbécilités qu'on m'avait racontées dans le milieu gauchiste dans lequel j'étais. Et je crois que c'est les mêmes imbécilités qui continuent c'est le même milieu. Une espèce de milieu gauchiste, je sais pas comment dire ça, débile, quoi, débile. Attends, j'étais dans un milieu à la fois gauchiste et féministe. Alors les filles, elles étaient féministes, et je leur dis, attendez, là-bas c'est complètement génial. Quand tu arrives, on te donne une étiquette avec un numéro, qui sera ton numéro de lingerie. C'est un truc qui est thermocollant, tu vois. Tu passes un coup de fer à repasser sur le truc, et tu as tout ton linge, tu le jettes dans le grand réceptacle, là, et puis tu vas le rechercher, laver, repasser, machin, dans ton casier. C'est le grand luxe. Mais c'est pas génial, ça. Ouais, ils ont même pas le droit de laver leurs culottes. Tu écoutes, tu vois le truc. Non, mais c'est de la haine à l'état pur, de l'imbécilité, et je crois que bon, je veux pas parler en particulier du LFI parce que je les fréquente pas, mais j'ai l'impression que il y a encore quelque chose de cet ordre-là qui est resté comme ça. De gens qui veulent absolument pas voir la vérité. Et alors, ce que je peux affirmer, vraiment, c'est que cet agacement que j'ai éprouvé face à toutes ces imbécilités m'a empêché de voir ce que le kibbutz, lui, me cachait. Alors justement, parce que voilà, c'est un lieu qui paraît assez harmonieux, finalement, qui cache beaucoup de disharmonie. Ah là, c'est rien de le dire. Beaucoup de conflits. Ouais, c'est rien de le dire. Parce que, alors, tu me disais, alors là, on est en pleine, ça faisait quoi à ce moment-là, 72, ça fait 15-16 ans que l'État d'Israël est créé. Plus, 26 ans, voilà, donc à peine une génération. Ouais, c'est ça. Et effectivement, ces lieux de vie harmonieux se sont installés sur des terres palestiniennes.
Bah bien sûr, mais comme tout. Tu sais, il y avait dans le coin de mon kibbutz, alors je ne donne pas le vrai nom, je ne donne pas les vrais noms parce que ça ne regarde personne, mais dans le coin, je peux dire que c'était la région. Tu vois, si tu fais un triangle entre Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba, c'est quelque part au milieu. D'accord. Voilà. Bon, c'est à peu près. Il y a une station de bus, un carrefour d'autobus, où quand tu reviens soit d'ici, soit de là, en général, c'est là qu'on se donne les rendez-vous. Et la station de bus s'appelle Castina. Alors, rendez-vous à Castina, tu t'arrêtes à Castina, tu changes de bus à Castina. Puis un jour, j'ai découvert que Castina, c'était le nom du village qu'ils ont rasé pour installer leur station de bus. D'accord. Pareil, un peu plus loin, à Masmia. On se retrouve à Masmia. C'est quoi Masmia? C'était un village. C'était un village. Et alors, un jour, ce que je raconte, alors ça a été vraiment le début de ma prise de conscience pour de bon. Je vais me balader dans les collines avec un vieux copain, tu vois. Et puis, tagada, alors c'est beau, que ça en peut plus, tu vois. C'est des collines, c'est verdoyant, c'est parfumé, c'est voilà. Hein. Et puis, je m'assieds sur un tas de cailloux. J'ai dit, la vache, qu'est-ce que c'est beau ici. Et alors, le lieu s'appelait, enfin, je ne donne pas le vrai nom, je vais donner le nom que j'ai dit, Darjabrine. Je donne un nom, j'invente un nom. Je ne veux pas qu'on trouve. Donc, je vais me promener dans les collines avec un gars du kibbutz, un gars sympa qui me disait, viens, je vais te montrer un super lieu, tu vas voir, c'est magnifique et tout. Je m'assieds sur un tas de cailloux, puis j'ai dit, ah la vache, qu'est-ce que c'est beau. Il me dit, c'est quoi? Et il me dit, c'est Darjabrine. Alors, j'ai dit, mais Darjabrine, on m'avait dit que c'était la petite maison là-haut. Non, mais c'est tout ça, Darjabrine. Alors, j'ai dit, bon, d'accord. Puis en face de moi, je vois un autre tas de cailloux. Puis j'en vois un autre. J'y m'en ai dans une rue. Vous avez détruit le village. Je lui ai dit, mais c'est quoi Darjabrine? Oh, il m'a dit, ça fait longtemps. J'ai dit, quoi? 40 ans. Ça faisait 40 ans. Attends. Même pas. C'était en 54 que ce village a été détruit. 54 et 40, ça fait combien? 94. Ah, moins 40, 1914. Non. Plus. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, 1994. C'était avant. C'était en 86. C'était il y a longtemps qu'il me dit. Il y a longtemps, 35 ans. Je lui dis, mais enfin, ces gens sont encore vivants. Oh, laisse tomber. Je lui dis, en plus de ça, excuse-moi, mais ces maisons-là, elles ont été dynamitées. C'est pas un village abandonné. C'est ça, c'est pas abandonné. Ouais. C'est pas un village abandonné. C'est un village dynamité, ça se voit. Le village abandonné, tu sais, il y a des tas de... Les Israéliens, ils jouent à ça, ils prennent un village abandonné et puis ils le retapent. Puis après, ils font des maisons de vacances, tu vois, ils font des trucs, bon. Mais c'est pas un village abandonné, c'est un village dynamité, rasé, passé au bulldozer. D'ailleurs, on le voit au sud Liban, ils sont en train de refaire la même chose avec les villages du sud, en ce moment. Ouais. Et tu sais ce qu'il me dit? Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais attends, c'est pas la peine de leur laisser. Alors il me dit, oh, c'était il y a longtemps, etc. Alors je lui dis, écoute, t'arrêtes pas avec moi. Tu vois bien que c'était il y a longtemps. Et il me dit, c'est pas la peine de garder les maisons entières pour leur laisser l'illusion qu'ils pourront rentrer. C'est plus humain comme ça. Et là, j'ai compris que l'humanisme d'Israël commençait à me courir sur le haricot, pour parler poliment. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un jour, mais plusieurs années plus tard, je suis allé à la recherche des anciens habitants et je les ai retrouvés. Il y a même une photo de moi avec une dame qui était un peu plus âgée que moi à l'époque et que j'ai retrouvée dans... Tiens, c'est là. Tu es allé dans les villages alentours pour retrouver les anciens... Non, je suis allé en Cisjordanie, je suis allé dans les territoires, je suis allé en Cisjordanie. Ah oui, moi, je ne sais pas si on verra bien à l'image, mais... Je peux l'envoyer, cette photo. Voilà, tac. Ouais. Donc là, c'est en quelle année? Donc là, on est en... Alors là, c'est 87, c'est juste avant l'Intifada. C'est juste avant l'Intifada que j'ai découvert ça. Donc là, tu es avec Mariam, qui est une ancienne habitante de ce village. Qui a été complètement détruit. Attends, alors, elle m'a raconté, je lui ai dit, comment est-ce que vous êtes partis? Alors, ils ont commencé par envoyer des messages par haut-parleur, au milieu de la nuit et tout, puis après, ils ont envoyé les avions, puis, puis un jour, il y a un gars qui a réveillé tout le monde, ils arrivent, ils sont partis, pieds nus, en portant ce qu'ils pouvaient emporter, en disant, on reviendra la semaine prochaine. Ils ne sont jamais revenus. Et ils sont harcelés dans leur camp de réfugiés. Eux, ils sont à Dheisheh. Dheisheh, c'est un camp de réfugiés au sud de Bethléem. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un zoo. C'est un zoo pour Palestiniens. Ils avaient une barrière, un tourniquet pour rentrer chez eux. Un tourniquet. Ils ne peuvent rentrer dans leur camp de réfugiés qu'un par un, sinon ils se coincent dans les barreaux. Le tout entouré de colonies agressives et tout, mais c'est hallucinant. Quand j'ai commencé à découvrir... Alors, il y avait une caractéristique dans mon kibbutz, parce que
comme j'étais de gauche, je me disais, la gauche, c'est le camp du bien. Hein. Ils n'ont rien inventé, les actuels. Ça remonte. C'était le camp du bien. Je dis donc, les gens de gauche, ils vont être d'accord pour dire la vérité, pour dire qu'il faut qu'on s'entende avec les Arabes, etc. Et il y avait notamment quelque chose qui se disait régulièrement dans mon kibboutz, c'est « les territoires, on n'y va pas, c'est pas à nous ». Alors, les territoires, c'est quoi ? Quand, en 1967, la guerre des 6 jours a éclaté, il y avait une ligne qui était la ligne de partage de 1948, qui était la ligne de partage entre ce qui est devenu l'Israël reconnu par les nations et ce qu'on a appelé la Cisjordanie, qui est tombée sous l'escarcelle jordanienne. Et en 1967, les Israéliens ont passé cette ligne pour occuper la Cisjordanie, qu'on a appelée les territoires occupés pour des gens comme moi, et que les autres appellent la Judée-Samarie, gna 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 gna. Demande à Meir Habib, il dira jamais territoire occupé, il dira territoire libéré. Bref, donc il y a Israël et les territoires. Et dans mon kibboutz, la frontière entre mon kibboutz et les territoires, elle est à 15 km, pas plus. Donc quand tu montes sur la colline, tu les vois. Tu vois bon. Parce que toi, quand tu es dans ce communisme joyeux, comme tu le dis, dans ces kibbutz où il y a l'air de faire un bon vivre, finalement, personne ne te parle de la réalité, finalement. Mais jamais. Alors, voilà j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Dans mon kibbutz, quand on parlait de ça, on disait « les territoires, on n'y va pas, c'est pas à nous ». Les territoires, on n'y va pas, c'est pas à nous. Moi, je trouvais ça très bien de dire ça et de le faire. C'est-à-dire, on a l'Israël légal reconnu par les nations. C'est vrai que la bande de terre, elle n'est pas énorme entre le début des territoires et la mer. Il y a des endroits où c'est plus large. Mais disons, mes amis disaient, nous, ce qu'on veut, c'est un Israël bien à nous et puis nous entendre avec ceux qui créeront un État palestinien de l'autre côté de ce qu'on appelle la ligne verte. La ligne verte, c'est la démarcation entre les territoires occupés et Israël, ou la démarcation, si tu veux, entre l'Israël de 1948 et l'Israël à partir de 1967. Donc, comme tu n'y vas jamais parce que tu es contre, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et tu ne sais jamais ce qui se passe. Et c'est comme ça que tu as bonne conscience. Oui. Et un jour, alors il y a eu la guerre, il y a eu quelques événements importants auxquels j'ai participé. Il y a eu la guerre de 73. Alors, la course aux abris, les avions qui passent en razmot, les hommes qui partent à la guerre et tout... J'ai vécu une expérience que je ne pensais jamais vivre. Hein, tu vois, le garçon que j'aimais, je l'ai vu mettre son treillis, son machin, puis partir dans la nuit. Tu sais, oula, j'ai vécu des trucs. Puis alors, quand j'ai voulu pleurer, on m'a dit, toi, attention, attention, personne ne pleure ici. Tu m'entends ? T'as entendu ? J'ai dit, putain, ils sont durs. Bah oui, ils sont durs. Puis alors, ils rigolaient. Alors, ils n'étaient pas capables. Ils avaient interdiction de pleurer, mais pas de rigoler. Ouais. Et Galei Tzahal, la radio israélienne, elle racontait des blagues sur les ondes. J'ai retrouvé plusieurs copines pliées de rire, tu vois. Écoutez, ils voulaient absolument tenir. Et puis, alors, dans mon kibbutz, ça s'est plutôt bien passé. Parce que, alors qu'à la guerre des 6 jours, ils avaient eu plusieurs morts, là, ils n'ont eu aucun mort et tous les hommes sont rentrés et le kibbutz a repris son truc. Et puis, à partir de là, ils ont dit, mais enfin, il faut quand même trouver une solution, donc il faut rendre les territoires. Et puis, alors là, j'ai dit, bah attends. Donc, mes amis, ils étaient du camp de la paix. Quand le mouvement Shalom Arshav, ce qui signifie la paix maintenant, a été développé après la guerre du Liban, parce qu'il y a eu la guerre de Kippour, après il y a eu la guerre du Liban en 82, Israël avait traversé la frontière, est allé envahir le Liban. J'ai des gars de mon kibbutz qui ont sauté du camion. Quand ils sont passés au Liban, ils ont sauté par-dessus. Ils disaient, vous nous mettez en prison. Vous me mettez en prison si vous voulez, mais moi je fais armée de défense d'Israël, je n'envahis pas les voisins. Voilà. Donc il a commencé à se développer également, alors pour moi et pour les gens que j'aimais, notamment j'avais une espèce de père adoptif là-bas sur place, une famille qui m'avait dit, Marion, ça se faisait avec des volontaires, avec des étrangers, viens chez nous, tu seras notre fille adoptive, c'est les gens à qui tu rends visite après le travail, tu vois. Donc mon père adoptif, il était de toutes les bonnes résolutions, il faisait partie de Shalom Arshav, donc je suis allé une fois avec lui manifester, une grosse manifestation à Tel Aviv, et les manifestations, c'était, il y a avec qui parler, négocier, il fallait négocier avec les Palestiniens. Bon. Puis un jour, je les ai confrontés à leurs contradictions, quoi. Et ça, c'était pas possible. Ils n'ont jamais voulu. Pourquoi ? C'est dans le déni ? Ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni intégral.
Alors, il voulait rendre les territoires, mais pas aller voir ce qui s'y passait. Mais les atrocités qui se passaient là, non, mais c'est insupportable. C'est-à-dire, tu les as vues, toi? Non, alors, c'était pas encore des atrocités, mais vraiment le harcèlement. Alors, un jour, mon père adoptif me dit, il y a une grande manifestation de la paix, on y va tous. Alors, ils sortent avec leur drapeau, machin, Shalom Arshav et tout. Est-ce que tu viens avec nous? Alors, je lui dis, écoute, eux, ils allaient à Jérusalem, et il y avait une rencontre judéo-arabe prévue à Hébron. Hébron, c'est en plein cœur des territoires. Okay. Donc, moi, j'ai toujours aimé manifester avec mon père adoptif parce qu'il était adorable, parce que je l'aimais et qu'il m'aimait et tout et tout. Et lui et ma mère adoptive et mes sœurs et mes cousins, etc., etc. Et j'ai décidé de prendre. J'avais une petite voiture de location. J'ai décidé d'aller à Hébron, où il y avait une réunion. Il y avait d'un côté une manif à Tel Aviv et de l'autre côté une rencontre judéo-arabe à Hébron. J'ai dit, c'est ça que je veux voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les gens qui gueulent, c'est les gens qui veulent construire. J'ai jamais réussi à atteindre Hébron. D'ailleurs, je n'ai jamais vu Hébron. Pourquoi? Parce que les opposants hystériques, ce qu'on appelait la droite à l'époque, les opposants hystériques à toute restitution des territoires, avaient organisé l'interdiction du meeting à Hébron, et ils avaient bloqué toutes les routes avec des pneus enflammés. Alors moi, je prends la bagnole, boum, pneus enflammés, où est-ce qu'on va? J'ai fait 70 km pour en faire 15, quoi. Et j'ai jamais réussi à atteindre Hébron. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une petite main qui cogne à mon carreau. J'étais en train de faire ma manœuvre. Je me suis trouvé dans un embouteillage monstrueux. Je dis, j'ai jamais atteindre Hébron. C'est des collines, tu vois, tu avais un lacet d'embouteillage. Je dis, je peux pas. Donc, je fais une manœuvre marche arrière. Et là, j'ai une petite main qui toque au carreau et un petit arabe, un petit palestinien qui me dit avec un accent typiquement... il parlait hébreu avec un accent typiquement arabe. Est-ce que tu peux m'emmener? Je peux pas continuer. Je lui dis, monte. Moi, alors, je suis au kibbutz. Tu prends pas des arabes en stop? T'es folle? Je dis, non. D'accord, je suis folle, mais je prends des arabes en stop. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu fais connaissance. D'ailleurs, je prends aussi des juifs en stop. Tu vois ce que je veux dire? Je prends tout le monde en stop. Je prends de préférence ceux dont je sais qu'ils ont besoin de moi, quoi. Un militaire, il a pas besoin de lever la main, les gens s'arrêtent. Les non-militaires, c'est quelquefois plus difficile. Donc, ce jeune homme, Youssef, là, il m'emmène chez lui. Et puis c'est ma première incursion dans les territoires. Écoute, il avait un père, une mère et 8 frères et sœurs. Il était le seul à travailler. 14 ans, le môme. Il nourrissait toute la famille. Alors, il y avait les frères en prison. Aucune nouvelle. Les filles qui ne trouvaient pas de travail ou je ne sais pas quoi. Le père qui était handicapé. Ils m'ont reçu, mais comme une princesse. Ouais. Là, j'ai vu, tu sais, la légendaire hospitalité musulmane. Là, j'ai dit, mon Dieu, que c'est beau. Mais incroyable. Je suis reparti, j'avais des amandes, des citrons, des petits gâteaux. Mais c'est incroyable. J'étais bouleversée. Il me dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors, j'étais contente de dire, je viens faire un reportage, au lieu de dire, je suis en vacances. Ouais. Tu vois. Et ça a été mon premier contact vrai avec une famille palestinienne. Oh, j'ai dit là-bas. Alors, je suis rentré au kibbutz. Puis j'ai dit à mes copines, tiens, regarde, un cadeau de tes cousins. Ils disaient quoi, les cousins? Les cousins, vous êtes bien cousins. Bah oui. Et là j'ai senti que ils étaient gênés. Ça commençait à gêner. Et ensuite, j'ai décidé. J'avais un ami. Mais pourtant, ils étaient pour la paix. Oui, mais pour la paix, tu ne peux pas vouloir que tout arrange sans que rien ne change. Eux, leur truc, c'est il faut que tout s'arrange sans que rien ne change. C'est-à-dire, on ne reconnaîtra pas qu'on les a foutus dehors, on ne reconnaîtra pas qu'on ne veut pas vivre avec eux, on dira c'est eux qui veulent pas vivre avec nous, parce que c'est ça le truc. Ils veulent pas de nous et vous voulez d'eux. Raconte-nous comment tu veux d'eux. Moi, j'ai rencontré des Palestiniens qui voulaient bien vivre à côté des Juifs, c'est les Juifs qui veulent pas. Oui. Tu vois, c'est vraiment les autres qui veulent pas. Donc, cette première expérience m'a fait comprendre que maintenant, je voulais en savoir plus long. Et un gars de mon kibbutz était directeur d'un centre culturel de la Shomer HaTzaïr. La Shomer HaTzaïr, c'était le mouvement d'extrême gauche, la partie gauche du spectre à la Knesset. Ça s'appelle le MAPAM, le parti socialiste unifié. Tu vois, ça rappelle quelque chose. Hein. Voilà. Donc, il était à la fois responsable politique du MAPAM et il était responsable d'une institution, pas d'une institution, d'une espèce de mini-université qui s'appelle Givat Chaviva, c'est-à-dire la colline de Chaviva. Chaviva, c'est un nom féminin. Comme Tel Aviv. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Givat Chaviva. Et où ils enseignaient l'arabe, ils faisaient de la
Alors, ils enseignaient l'arabe, ils enseignaient le sionisme, ils avaient une bibliothèque contenant toutes les archives de la Somera Tsaïr, un centre culturel, si tu veux, qui se disait, nous voulons la cohabitation avec les Arabes, nous voulons nous rapprocher des Arabes. Donc, ils se sont installés en Galilée, entourés de villages palestiniens autour, parce que la Galilée est encore très, très grandement peuplée d'Arabes, de Palestiniens. Et ils se sont mis là, et ils ont fait des rencontres avec des... Il y avait un gars, il allait dans les lycées et dans les collèges israéliens et palestiniens, les convaincre d'envoyer leurs gosses à Givat Raviva pour faire des séminaires de rencontres. Alors, mais c'était vraiment des trucs très, 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 très bien ficelés. Il leur disait, par exemple, il les mettait l'un en face, il prenait un tableau, il dit vous, les Juifs, là, racontez-nous, qu'est-ce que vous pensez des Arabes ? Et il balançait tous leurs stéréotypes, mais absolument immondes. Il y en avait, ils avaient honte, ils partaient en pleurant. Et ensuite, les Arabes, tous les stéréotypes contre les Juifs. Il dit maintenant que vous avez vu, là, vous savez ce qu'on va faire ? Ils prennent des chaises, ils les mettent tous ensemble, une chaise par personne, ils les font tous monter sur les chaises, et ils retirent une chaise, 2 chaises, 3 chaises. Il dit, il n'y a pas une fois où un Juif qui était en train de tomber n'est pas reçu la main secourable d'un Arabe, ni l'inverse. C'était la première fois de leur vie. C'était génial. J'en ai des frissons quand j'y pense. Alors j'ai assisté à ces trucs. C'est incroyable parce que ça montre aussi hein. quand on retire la propagande. Mais bien sûr, qui est martelée aux enfants et qui après malheureusement produit ce qu'on voit. En fait, les gens savent s'entendre. D'ailleurs, même dans un de tes ouvrages. T'as vu comme c'est beau ce que je te raconte là. Ils ont tout cassé. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Le lieu a été détruit. Non, pas le lieu. Le gars qui faisait ça, ce gars-là, écoute, je sais plus comment je l'appelle parce que c'est pas son vrai nom. J'évite de donner les vrais noms. Ce gars-là, il était absolument adorable. C'était un grand rouquin assez massif, si tu veux. Alors, il parlait mal l'arabe, mais il comprenait tout. C'était un ashkénaze pur sucre. Il dit, moi, je suis arrivé au kibbutz avec un idéal de vie en communauté avec les gens qui étaient là avant nous. Je l'ai encore et le MAPA m'a fini par le renvoyer. Parce que ces séminaires, il y avait des gosses qui rentraient chez eux en pleurs, qui disaient « Ouais, regarde ce qu'on a fait aux Arabes !» Donc les parents se sont plaints, et on a viré le mec. Et ensuite, on en a mis un que personne ne respectait chez les Arabes. Et ce gars-là, je me suis baladé dans le gros bourg de Fahem. C'est une ville, hein, c'est une ville. À l'origine, c'est un petit village, c'est devenu une ville. Le gros bourg Fahem, où là, vraiment, je me suis immergé dans la société palestinienne. Vraiment immergé. J'ai même travaillé avec eux et tout. J'ai vu comment ils parlaient de ce gars-là, mais c'était respect. Il ne pouvait pas faire 2 pas dans la rue sans que des gens s'arrêtent, le saluent et tout. Et après, il me dit, voilà. Et je me dis, mais tu sais, t'es trop bien. Ils ne peuvent pas te garder, puisque tu veux vraiment le truc. Et je me suis rendu compte que derrière cette prétention à vouloir faire la paix avec les Palestiniens, c'était un vernis. Ils voulaient surtout que les Palestiniens leur foutent la paix. C'est ça. Et d'ailleurs, dans un de tes ouvrages, tu me disais, dans le livre Libre femme de Palestine, il y a des témoignages que tu as recueillis sur le système de santé palestinien, où il y avait des collaborations avec des médecins juifs. Oh là là, c'est une des plus belles choses que j'ai vues là-bas. Il y avait, alors, Libre femme de Palestine, c'est un livre que j'ai fait à l'instigation du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Incidemment, moi qui étais d'origine catholique, maintenant je suis pas catholique tout court, mais avant j'avais des réminiscences de catholicisme. J'ai connu le CCFD par un ami palestinien, Doum El-Fahem, qui m'a dit « Tu connais pas le CCFD ? Mais alors, ils sont vachement bien et tout. » Donc le CCFD levait des fonds pour aider des ONG et ils ont aidé cette ONG médicale. J'ai vu un truc extraordinaire. Tu avais les médecins palestiniens travaillaient toute la semaine. Et leur jour de congé, ils allaient faire du bénévolat dans les villages qui ne voyaient jamais une blouse blanche parce que trop éloignés et tout. Donc, ils ont développé véritablement, à la tête de ce mouvement, un certain Mustapha Barghouti, que j'ai pendant un temps, si tu veux, je voyais souvent Mustapha Barghouti, je ne l'ai jamais revu après. Il est devenu ministre, enfin bon, c'était plus ça. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'était plus ça, c'est que l'éloignement a fait que je ne l'ai jamais revu. Donc, les médecins palestiniens ont commencé à organiser des tournées pour eux, pour apporter leur seul jour de congé, les soins primaires, expliquer. Alors, ils ont développé un truc qui dit, si on donne des informations sanitaires à un homme, il va mettre une plaque, il va faire venir les gens, il va leur demander un shekel. Si on dit la même chose à une femme, elle dit, les filles, venez voir comment il faut faire. Les autres, elles vont le répéter à tout le monde. Donc, Mustapha Barghouti, il a fait le plan, il a fait le pari, il a dit ce qu'on va dire aux femmes, elles vont le disséminer. Bingo, il a créé les auxiliaires de santé. Un truc absolument extraordinaire. Et alors, il y avait donc le vendredi, qui était le jour de congé des musulmans. Donc là, ils venaient travailler
le medical relief, on appelle ça. Je ne vais pas te le dire en arabe. Le comité de bref. Soins. L'association qui avait son siège au nord de Jérusalem. Donc, les musulmans donnaient leur vendredi, les chrétiens donnaient leur dimanche. Puis un jour, il y a des juifs qui ont dit « et nous on va donner notre samedi. » Pourquoi ? Parce que Mustapha, il connaissait une certaine Ruchama Marton qui est encore vivante. Oh là là, l'admiration que j'ai pu avoir. C'est plus que l'admiration, c'est l'élan d'amour que j'ai eu pour cette Ruchama, c'est extraordinaire. C'est une médecin israélienne, dès le début de l'intifada. L'intifada, c'est 1987. Elle est allée à Gaza en disant « Vous avez besoin de nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Extraordinaire. Alors, ce que je te raconte, Libre Femme de Palestine, c'est après le début de l'intifada, c'est quelques années plus tard. Elle a mis sur pied, avec Mustapha Barghouti, la coopération des médecins juifs et des médecins arabes. Et j'ai participé, alors j'avais même une équipe de tournage, parce que le CCFD avait débloqué des fonds pour faire venir un preneur de son et un caméraman. Et moi, j'étais là pour prendre les notes, faire les interviews. On a ramené un film. On peut le voir où, ce film, aujourd'hui ? C'est moi qui l'ai. Je peux t'envoyer des extraits. Ce serait très, très intéressant qu'on puisse visionner quelques passages. Et alors, je suis allée un jour alors avec, comment il s'appelait avec mes deux comparses, on est allé voir la première, on appelait ça la clinique. Clinique, c'est pas le lieu, c'est l'activité. La clinique des femmes, c'est le jour de consultation de la gynécologie. La clinique, tu vois, la clinique des enfants, etc. Bon. Et il y avait, ce jour-là, ils appelaient ça la clinique des juifs, les médecins juifs. Donc, on s'est trouvé un village perché ou un machin. Dans le village, il n'y avait personne. On s'est peut-être trompé, on ne voyait pas. On voit un Pékin, on lui dit la consultation médicale. Il me dit, c'est là-haut dans le village. Alors on y va. Brusquement, on voit une foule. Les gens qui faisaient la queue et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il y avait côté juif des jeunes qui étaient venus de Haïfa, de différents endroits pour soutenir les médecins juifs, et ils organisaient, ils prenaient les inscriptions. Il y avait, alors avec beaucoup de pudeur, c'est-à-dire les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, parce que pour une consultation, tu vas poser des questions indiscrètes, donc tu vois. Et ils préparaient la consultation. Il y avait Ruchama qui donnait sa consultation médicale, et il y avait un médecin, un cardiologue. Oh là là, quand j'y pense. Il me raconte comment il fait. Il me dit, alors c'est très très frustrant pour nous, les médecins, parce qu'on n'aura pas la suite, on ne sait pas. Il y avait une foule. Et je lui dis, mais ils vous font confiance, ces gens ? Il me dit, regarde. Regarde. C'était extraordinaire. Et j'ai demandé à ce médecin, je lui ai dit, pourquoi vous faites ça ? Il me dit, on ne demande pas à un médecin pourquoi il fait son travail. Oui. Tu sais, c'était la question qui tue. Je savais bien qu'il allait me répondre ça. Mais il me dit, attendez, comment pourrions-nous... Alors, ils disent, la clinique, ce qu'on appelle la clinique des Juifs, c'était l'occasion pour les Palestiniens de rencontrer des médecins qui ont des spécialités que les Palestiniens n'ont pas. Parce que les Palestiniens, majoritairement, ils faisaient leurs études en Union soviétique. C'était avant la chute. Donc, en Union soviétique, ils revenaient avec un certain nombre de spécialités, mais ils n'avaient pas la cardiologie, ils n'avaient pas le cancer, par exemple. Ils n'avaient pas le cancer. Et Ruchama m'a raconté un truc. Écoute, j'en ai encore des frissons. Elle est encore vivante, un peu encore. Si tu cherches Ruchama Marton, tu vas la voir sur la toile. Elle me raconte qu'un jour, on lui dit, on lui amène un gars mourant, de cancer. Bon. Et le gars, la police voulait absolument le mettre en prison. Elle dit, attendez, elle avait quand même beaucoup de relations, elle avait beaucoup d'entre-gens, elle était bon. Et elle réussit à le faire sortir de prison. Bon. Et il avait besoin de soins très, très intensifs. Tu vois, il était en train de mourir d'un cancer. Il m'a dit, il était tout gris, tout jaune, il était squelettique et tout. Et elle a cherché partout où il pourrait se faire soigner de ce cancer. Alors la police l'avait relâché, mais en le gardant sous surveillance. Et là, ils disent, il y avait des soins à Londres. Ben d'accord, il va se soigner à Londres, mais après il ne reviendra pas. Pourquoi ? C'est comme ça. S'il se soigne, il ne reviendra pas. Il dit, je ne peux pas faire ça. Bon. Il part à Londres, il se fait soigner. Et là, Ruchama recommence, pour le faire rentrer. Bon. Puis la vie continue. Elle me dit, un jour, j'étais je sais pas, avec des amis, on était en train de prendre un pot, je sais pas trop quoi. Il dit, il y a un beau jeune homme qui s'approche de moi, qui me dit, Ruchama, c'est moi. Tu m'as sauvé la vie. Il était resplendissant.
Elle ne l'avait même pas revu. Elle s'en est occupée comme ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce que j'ai vu de solidarité, en plus, la solidarité entre Rouhama et Mustapha Barghouti, c'est la femme de Mustapha et... Attends... C'est des histoires de parrain-marraine, enfin, il n'y a pas exactement la même chose de chez eux, mais quelque chose du genre, tu vois. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. C'est extraordinaire. Et évidemment, les médias reprennent pas ça. C'est ça, j'allais dire, c'est cette solidarité dont tu as pu être le témoin, à part quelques témoignages comme ceux que tu nous partages, on ne les voit pas. Mais non. En plus de ça, je rapporte des témoignages de Gaza, je rapporte des trucs extraordinaires. Alors j'ai été très très copine avec Fathi Arafat. Je l'ai connu avant ce reportage, je l'ai connu à Genève. Je l'ai connu à Genève parce que j'avais une amie, Arna, dont je parle abondamment dans du Kibbutz à l'Intifada. Elle avait créé une association de défense des enfants palestiniens. Je vais te raconter une superbe histoire. Je vais raconter une superbe histoire, puis après je te raconterai l'autre. Un jour, Arna, donc, elle avait créé une association de défense des enfants palestiniens sous l'occupation. Elle avait créé un cours, des cours. Elle avait élaboré des cours pour que les enfants puissent travailler en période d'occupation. C'est-à-dire, on leur montre une fois et après, ils peuvent apprendre tout seuls des cahiers de coloriage, de machin, enfin, pour les petits. Et puis, elle m'avait envoyé un dossier. J'avais créé, moi, à Paris, l'association de défense des enfants palestiniens. Puis un jour, il y a Yehudi Menuhin qui vient à Paris et je l'entends à la radio dire il faut que les Palestiniens que les Israéliens fassent la paix avec les Palestiniens. Je lui dis, il a l'air bien, ce mec-là, tu vois. Donc, je prends mon dossier et je vais l'attendre à la salle des Champs-Élysées. Devant l'entrée des artistes, je le vois descendre. Je lui dis, maître, si vous avez quelques minutes pour prendre ce dossier. Il m'a dit, merci madame. 2 jours après, il m'écrit, boum, merci, je prie pour vous, papa. Il dit, voilà, dis donc, il est bien ce mec. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ma plus belle plume et je lui explique tout ce qu'on fait. Je raconte. Mais j'avais pas son adresse parce qu'il m'avait écrit de son hôtel. Hôtel machin chouette. Alors, c'était un mot très gentil, qui était bien signé Yehudi Menuhin. Je prends soin de votre truc, mais il n'y avait pas moyen de le joindre. Alors, j'ai écrit cette lettre. Sœur Yehudi Menuhin, Londres. C'est arrivé. Et là, je reçois un message. Il me dit, je vais... alors, c'est pas lui directement que j'ai eu, c'est sa secrétaire. Il dit, je vais bientôt en Israël, je voudrais rencontrer Madame Arnamer. Je donne toutes les coordonnées, le téléphone et tout. Et voilà que de Haïfa, le téléphone sonne et Arna décroche. « Allô, bonjour madame, je suis la secrétaire de Yehudi Menuhin. » Et moi, je suis la secrétaire du pape, dit-elle, et elle raccroche. Alors la dame insiste, madame, je suis vraiment la secrétaire de Yehudi Menuhin, qui doit venir en Israël bientôt. Il a votre téléphone par votre ami Marion. Ah, fallait commencer par là, dit-elle. Et il est arrivé, quelque temps après, à Jérusalem, à la Knesset. Il leur a passé une soufflante. Ils étaient tous là, parce que tu sais, un grand maître de violon mondialement connu qui vient à la Knesset, tout le monde dit... Il les a engueulés. Il leur a passé une soufflante. Jamais vous ne pourrez racheter tous les crimes que vous commettez contre ce malheureux. Il leur... Alors, tu sais ce qu'il a fait? Quand il est sorti, alors ils étaient comme ça suffoqués. Quand il est sorti, il a ouvert son sac, il a sorti un kéfier, il se l'est mis autour du cou, il dit, je veux voir Arnamer. Et il est allé la voir. Elle m'a dit, Marion, c'est pas possible ce que tu m'as fait là. Oh, quel bonhomme. Et quand j'ai reçu le prix Palestine plusieurs années plus tard, je lui ai envoyé une invitation et il m'a renvoyé un petit mot me disant qu'il regrettait beaucoup de ne pas pouvoir se déplacer, mais qu'il priait pour moi et je l'ai très bien pris. Très bien pris. Ça, c'est la jolie petite histoire concernant Yehudi Menuhin. Je ne me souviens pas de l'autre histoire que je voulais te raconter, mais celle-là est très belle. Bah, tu as beaucoup d'anecdotes et d'histoires qui redonnent... Oui, alors comment j'ai connu Fathi Arafat? Donc Arna, elle avait créé donc l'association de défense des enfants palestiniens, des enfants de l'occupation. Et un jour, il y avait une réunion des ONG à Genève. Moi, je prends la petite bagnole, j'y vais. J'avais créé mon association. Réunion des associations, j'y vais. Je retrouve Arna là-bas. Et puis, il y a une copine qui me dit, t'as vu le mec là? T'as vu comment il ressemble à Yasser Arafat? J'ai dit, ouais, dis non. Oh, bah dis non, on dirait son frère. Et alors là, il y a un mec qui s'approche de moi qui me dit, docteur Arafat voudrait faire ta connaissance. J'ai compris, c'était le petit frère. On est devenus copains, mais cul et chemise. Ça a duré 3-4 ans. Mais écoute, j'ai piqué des fous rires avec lui. J'ai des photos de nous. Hein. J'ai des photos de... Ouais. Il parlait beaucoup à son frère? Oui, ils se voyaient tout le temps. Attends, arrête. Alors moi, j'ai jamais croisé Yasser, parce que je l'ai croisé 2 fois, mais ailleurs. Je lui ai serré la louche un jour à Genève et tout, mais comme ça, parce qu'il passait. Mais Fathi, il m'a invité en Égypte.
Il m'a fait connaître sa sœur. Je connaissais toute la famille Arafat, sauf Yasser. Et il était le responsable du Croissant Rouge palestinien. Mais on était potes, mais tu peux pas savoir. On se marrait tous les deux, c'est extraordinaire. Ah, c'est en quelle année, là 95. 95, ouais. 95. C'est là où j'écris Libre femme de Palestine. C'est à cette occasion. Mais je l'avais connu avant. J'avais connu Fatih avant. Et c'est là que on a fait tout ce reportage sur Gaza et qu'il a créé un centre pour handicapés absolument fabuleux. Est-ce qu'aujourd'hui encore tu as des contacts avec des personnes en Israël ou d'anciennes personnes qui ont vécu dans des kibbutz? Comment est-ce que tu as des informations aujourd'hui sur la situation là-bas? J'arrive pas à en avoir. Moi, pendant longtemps, si tu veux, c'était facile, je montais dans l'avion, mais maintenant je peux plus, quoi. Ouais. Moi, je fais pas confiance aux médias. Tu sais, le média, c'est l'intermédiaire. Je fais plus confiance aux intermédiaires. J'ai tellement vu d'imbécilité, j'ai tellement vu et entendu d'imbécilité quand je les ai confrontés à la réalité. Alors, mon père adoptif est mort. Mes amis les plus chers là-bas, il y en a plusieurs qui sont morts. J'espère que Gabi est encore vivante, mais Arna est morte. Son amie Marie-Khas de Gaza est morte. Tu sais, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Donc, ce livre, je l'ai écrit la première fois en 1991 ou 12, quelque chose comme ça, tu vois, et il ressort maintenant. Alors, actualisé, c'est-à-dire que comme j'étais très gauchiste à l'époque et je ne le suis plus, je mets au passé, tu vois, je contextualise. Oui. Voilà, tu vois, je contextualise. Mais regarde, il est quand même copieux, hein. Je pense que c'est un ouvrage salutaire pour comprendre l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, la situation actuelle, et sortir un peu on va dire, du manichéisme. C'est montrer la réalité des choses. Et sur le terrain, quand on laisse les gens loin de la propagande, finalement, ils s'entendent très bien. Mais bien sûr, quand tu respectes quelqu'un, pourquoi voudrais-tu qu'il ne te respecte pas ? Mais ce qui est terrifiant, c'est de voir les enfants, ce témoignage des enfants dont tu parles, qui dès le plus jeune âge avaient déjà, on va dire, beaucoup de haine les uns envers les autres. Ouais. Alors, j'ai un ami, je raconte 2 témoignages, l'un pendant la guerre du kibbutz Intifada. Je raconte un premier témoignage qui date de la guerre du Kippour, c'est-à-dire 1973, et un deuxième témoignage qui date de la guerre du Liban, c'est-à-dire 82, 9 ans plus tard. Et ces 2 témoignages, ce sont des confidences que j'ai reçues de soldats qui venaient du front et qui m'ont hurlé leur révolte et mais hurlé dans les bras, c'était effroyable. Et je me suis rendu compte que les 2 fois j'ai joué ce rôle-là parce qu'ils me savaient suffisamment proche, mais que je les culpabiliserais pas. Ils m'ont craché leur révolte de ce qui se passait. Effroyable. Et notamment, en 1982, le jeune soldat qui arrivait du Liban et qui m'a raconté, il m'a dit, attends, on est dans un lieu où il ne se passe rien, on branche la radio et on apprend que les Arabes viennent d'attaquer. On sait bien que ce n'est pas vrai, puisqu'on y est. Le lendemain, ils attaquent et après, tout le monde dit c'était une riposte. C'est-à-dire qu'ils préparent. Incroyable. Tu vois le truc. Et on voit toujours les mêmes méthodes aujourd'hui pour vous. Tu sais, le mensonge. Le mensonge, c'est le diable et le diable, c'est le mensonge. Moi, j'ai pas d'autre combat que celui de rechercher la vérité, là, dire. J'en ai pas d'autre. C'est pour ça que tu es une bonne historienne. Il n'y en a pas beaucoup comme toi. Si. Bon, il y en a. En tout cas, non, mais on les connaît pas. On les connaît moins. On les connaît pas. Mais tu sais, le b.a.-ba du travail de l'historien, c'est déjà de lire les autres historiens. Et après, tu remontes à la source. Mais si tu lis pas les autres historiens, tu perds ton temps. Tu peux pas recommencer à chaque fois. C'est vrai. Donc, moi, j'ai du respect pour les historiens. Mais maintenant, les historiens qui disent des choses qui déplaisent, ils sont pas médiatiques. Voire moi, par exemple, jamais on m'invitera. Jamais on m'invitera. Tu seras toujours la bienvenue au micro de Nexus, en tout cas, parce que tu fais un travail important et je vous invite vraiment, ceux qui nous écoutent, si vous voulez creuser le sujet, à vous procurer l'ouvrage du Kibbutz à l'Intifada, donc édition Réhistoire. Réhistoire pour tous, c'est de l'auto-édition. C'est Book Édition, donc c'est ma collection Réhistoire pour tous. Et c'est déjà le 11e ouvrage de cette collection. C'est-à-dire que j'ai republié là La Marche Rouge. J'ai republié on en a parlé d'ailleurs, La Marche Rouge, dont nous avons parlé. J'ai publié le livre de Judith Reisman, sur Judith Reisman, Sexologie et mensonges, et le livre de Judith Reisman, Kinsey, Rockefeller, CIA. Ouais. Voilà. Et j'ai publié également le procès en sorcellerie et l'Inquisition, la Régence. Enfin, je suis en train de tout republier.
On va te recevoir pour d'autres ouvrages parce que à chaque fois, on apprend énormément de choses. Donc vraiment, je vous invite à aller faire un tour. Sur le site, c'est Alors, le site, c'est marionsigaud.fr et ma collection, c'est Réhistoire pour tous. On mettra le lien dans la description de Réhistoire pour tous. Du Kibboutz à l'Intifada. Du Kibboutz à l'Intifada. Et ça, c'est avec des photos que j'ai rapportées. Et alors, les images qui sont dedans, c'est des images. C'est des images que j'ai rapportées, quoi. C'est enfin bon, sauf Begin et voilà. Et alors, il faut également parler du livre Mansour Kardosh. Oui, alors on te recevra. Donc là, c'était ton autre ouvrage sur la série Israël-Palestine. Hein, donc Mansour Kardosh, palestinien, chrétien, arabe et israélien. Ça fait beaucoup pour un seul homme, mais ça doit être très intéressant. Et c'est ce qu'il est. Il est décédé, paix à son âme. Il était la preuve vivante qu'aucune solution à deux États n'est viable. La seule solution, c'est un État dans lequel tout le monde aura les mêmes droits. Merci infiniment Marion d'être venue au micro de Nexus pour parler de cet ouvrage. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retrouvez Marion Sigaud sur marionsigaud.fr. Marionsigaud.fr, il n'y a pas plus simple. Et Nexus sur nexus.fr et en kiosque. Il n'y a pas plus simple non plus. Il n'y a pas plus simple, évidemment. Et pour le festival, le lien de la billetterie est dans la description. Bien évidemment, Marion Sigaud sera là et tant d'autres. Merci pour votre confiance. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci Marco.